Lorsqu'une opération de dépollution pyrotechnique a ainsi été jugée nécessaire, un diagnostic pyrotechnique est réalisé au droit des surfaces concernées. Ce diagnostic est réalisé à l'aide de moyens de détection qui peuvent être soit portés, soit tractés, voire téléopérés en fonction de la configuration du site. Les coordonnées GPS sont également enregistrées. Une fois les mesures réalisées sur le terrain, un géophysicien analyse et interprète ces données de manière à pouvoir mettre en évidence, chaque fois que possible, le positionnement géoréférencé de l'ensemble des objets métalliques pouvant être assimilés à des objets pyrotechniques, une estimation quantitative de ces cibles, la profondeur estimée d'enfouissement de chaque cible, la présence et le positionnement d'éventuelles zones saturées. En définitive, ce diagnostic pyrotechnique permet d'identifier l'ensemble des cibles et des zones singulières éventuelles qui devront être traitées lors de la campagne de dépollution pyrotechnique à suivre et par là même de correctement dimensionner cette dernière. Compte tenu de la particularité des opérations de dépollution pyrotechnique, elles doivent faire l'objet d'une étude spécifique appelée étude de sécurité pyrotechnique, établie sur la base du diagnostic. Cette étude, soumise à l'approbation de l'inspection du travail, détaille l'ensemble des distances d'isolement à respecter pour chacune des opérations types constituant une dépollution. Ainsi, elle précise l'ensemble des mesures organisationnelles et d'exécution à prévoir afin d'assurer la sécurité des travailleurs et des tiers extérieurs au chantier. Un chantier de dépollution pyrotechnique pris en compte par une société privée est dirigé par un responsable de chantier. Il coordonne les actions d'un opérateur et d'un aide-opérateur qualifié en dépollution pyrotechnique. Ce trio forme une équipe. En fonction de la taille du chantier, plusieurs équipes peuvent être déployées simultanément. En premier lieu, les opérateurs ou aides-opérateurs procèdent à l'implantation des cibles potentielles qui ont été détectées et représentées au rapport de diagnostic pyrotechnique. Vient ensuite la mise au jour des cibles, réalisée par seulement 2 personnes, un opérateur pyrotechnique et un aide-opérateur. La mise au jour comprend une première approche à l'appel mécanique, puis une fin d'approche manuelle. En fonction des contraintes inhérentes au site, la mise en place de protection balistique peut être nécessaire avant même les opérations de mise au jour. Ces protections ont pour but principal de permettre la conformité des contraintes extérieures environnantes. Les cibles sont alors identifiées. Il s'agit de débris métalliques ne présentant pas de risque. Ils sont alors complètement dégagés et évacués. Une vérification est ensuite effectuée au magnétomètre afin de s'assurer de l'absence de cibles masquées en fond de fouille ou à proximité. Le terrain est ensuite rebouché. En cas de découverte d'une munition ou d'un objet dangereux, il est identifié avec précision et remis en stockage dormant afin de le protéger jusqu'à sa destruction planifiée en coordination avec le site. Le stockage dormant consiste en la mise en place d'une casemate de protection en bois ainsi qu'un filet avertisseur 50 cm au-dessus du niveau de la munition, sur lesquels sont positionnés des big bags d'1 mètre cube remplis de sable jusqu'à obtenir une hauteur cumulée définie à l'étude de sécurité. Enfin, la zone est balisée et isolée par un périmètre de sécurité. Pour le traitement des zones saturées, les opérateurs procèdent sensiblement de la même manière, mais par couches successives de 20 cm sur des surfaces limitées jusqu'à traitement global de la zone saturée. La destruction de la munition comprend plusieurs étapes. La munition est tout d'abord dégagée de son stockage dormant. Sur ordre du responsable de chantier, la préparation de la charge s'effectue à une distance prédéterminée du lieu de la destruction. La quantité d'explosifs est préparée en fonction de la destruction à réaliser, sans engendrer de reliquats. Le cordeau détonnant fait l'objet d'une mise sous gaine afin d'éviter sa détérioration lors de la mise en place du confinement. La charge de destruction constituée d'explosifs brisants est calculée en fonction de l'engin à détruire. Elle sera placée au contact de l'engin afin d'assurer correctement la transmission de la détonation. Elle est reliée par 2 cordeaux détonnants.
Cela consiste à doubler la transmission de la détonation pour assurer une double transmission de l'énergie nécessaire à faire fonctionner l'explosif d'amorçage posé sur la munition à détruire. Afin d'assurer la sécurité lors de la destruction, la munition est alors placée sous confinement. Ce confinement est constitué de big bags de sable positionnés au fur et à mesure autour de la munition et au centre desquels du sable est mis en place jusqu'à un niveau prédéterminé. L'importance et la hauteur de ces confinements dépendent notamment de la puissance de la munition à détruire. Dans le cas où la protection de réseaux ou de bâtiments serait nécessaire, des protections supplémentaires peuvent être réalisées ou mises en place afin de se prémunir des effets de projection et d'ondes de choc. En cas de réalisation d'une tranchée, celle-ci sera toujours 1 mètre plus profonde que la cible afin de réduire les effets de l'onde de choc. L'amorçage de la charge par raccordement du détonateur est réalisé par l'opérateur en dépollution pyrotechnique. Pendant les opérations de destruction, toutes les activités du chantier sont stoppées. Le périmètre de sécurité est évacué, le poste de tir est situé en dehors de ce périmètre de sécurité. L'annonce de l'imminence du tir se fait par moyen radio doublé d'un long signal sonore. Après l'explosion, l'opérateur vérifiera le résultat de la destruction. Le sol sera curé jusqu'à l'absence de détection au magnétomètre à main, puis remis en état.